Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on continue sur notre lancée et on va s'attaquer à un monument du développement personnel et de la psychologie, la célèbre pyramide de Maslow. Tu sais, c'est celle qui t'explique qu'il faut d'abord avoir à manger et un toit avant de pouvoir rêver à la réalisation de soi. Eh bien, j'ai envie de te proposer aujourd'hui une autre vision, plus subtile, plus profonde. Et surtout, une vision qui ne te fait pas croire que tu es bloqué en bas de la pyramide si tout n'est pas parfait dans ta vie. Ici, on ne grimpe pas les étages de la pyramide, on explore chaque niveau comme une occasion d'écouter ce qu'il a à nous enseigner. Donc, es-tu prête à déconstruire le mythe de l'ascension et à te révéler à travers chacune de ces marches ? Si c'est le cas, prends un thé, de quoi noter, installe-toi confortablement, et c'est parti. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il peut être intéressant qu'on passe par un petit rappel de ce qu'est la pyramide de Maslow. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou qui ont besoin de ce petit rappel, donc, la pyramide de Maslow, c'est un modèle théorique qui classe les besoins humains sur plusieurs étages, plusieurs niveaux. Le niveau 1, ce serait les besoins physiologiques, donc manger, boire, dormir, etc. Le niveau 2, ce sont les besoins de sécurité, donc avoir un toit, une bonne santé, une forme de stabilité. Le niveau 3, c'est le besoin d'appartenance, l'amour, l'amitié, la famille, les relations. Le niveau 4, c'est le besoin d'estime, donc la reconnaissance, la confiance, le respect des autres. Et enfin, 5e et dernier niveau, l'auto-actualisation, et c'est la réalisation de soi, les aspirations, les rêves de vie, les missions de vie, etc. La logique habituelle, c'est de dire qu'on doit remplir chaque étage inférieur pour pouvoir passer au suivant. Pas de sécurité, pas d'amour. Pas d'amour, pas de réalisation de soi, etc. Mais ici, au dojo du cœur, on va voir les choses autrement. Je vais te montrer comment chaque étage est en fait une invitation à plonger en toi-même et à y voir une opportunité de révélation. Je te propose donc de commencer par le niveau 1, donc les besoins physiologiques, manger, boire, dormir, etc. On imagine souvent que les besoins physiologiques sont les plus basiques, entre guillemets, mais et si ces besoins avaient dans eux-mêmes une profondeur insoupçonnée ? L'enseignement à tirer pour moi ici, c'est que le corps ne ment jamais, et le corps n'oublie rien. Ces besoins ne sont pas juste des cases à cocher, ils sont l'occasion de revenir à ton corps, à tes sensations, à ce qui se passe ici et maintenant. Chaque signal de faim, de fatigue ou de soif est une invitation à te reconnecter à toi-même. Je te propose un exemple personnel. La période durant laquelle j'étais à la rue, j'ai passé quelques nuits dehors sur le bitume, et quand j'étais dans cette situation-là, eh bien, je vivais, tu t'en doutes, en plein dans le niveau 1 de cette pyramide. Et on pourrait croire justement que dans ces situations-là, l'essentiel c'est de chercher de la nourriture, un abri, une forme de sécurité. Et pourtant, paradoxalement, ce qui moi m'a permis de tenir ou m'a donné envie de m'en sortir en fait de cette situation-là, ce n'était pas de combler ses besoins, c'était de rechercher une raison de sortir de cette situation. Sans raison de vivre, sans rêve projeté, sans mission à me donner, j'avais pas envie de fournir les efforts nécessaires pour remplir ce premier niveau. Et donc, c'est cette quête de connaissance de moi, cette quête de reconnaissance de ce dont j'avais besoin, de ce dont j'avais envie, de ce que je désirais, c'est ça qui m'a fait trouver le courage et la force de remplir ces besoins considérés comme basiques. Alors, on va pas faire de mon cas une généralité, mais je me doute bien que je suis pas seule dans ce cas-là, et donc peut-être que toi aussi, tu t'es déjà trouvé dans des situations qui peuvent, depuis l'extérieur, paraître complètement chaotiques. Tu peux sembler en perdition et on pourrait se dire que là, l'important, c'est que tu trouves du fric, faut que tu trouves un toit, faut que tu trouves à manger, faut que tu trouves de quoi te sentir en sécurité, et pourtant, toi, c'est pas ça qui t'intéresse. Et c'est ok. Ce qui t'intéresse, c'est d'avoir une raison de faire tout ça. Et
C'est ce rêve en fait. Moi personnellement, c'est cette vision, c'est cette envie de me connaître, c'est tout ce que je découvrais au fur et à mesure et tout ce que j'avais envie d'apprendre encore après ce que je découvrais qui m'a donné la force d'avancer. Et étrangement, du coup, il m'a aussi permis de trouver de quoi manger, puisque une fois la raison de continuer validée, il fallait que je mette en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir y accéder. Ma logique était là. C'est donc en cherchant du sens que j'ai trouvé de quoi nourrir mon corps. L'enseignement clé ici, c'est que écouter ses besoins physiologiques, c'est honorer son corps au lieu de le forcer. J'ai envie de te proposer quelques pistes concrètes pour te reconnecter à tes besoins physiologiques. Tout d'abord, pose-toi la question suivante. Qu'est-ce que mon corps me demande en ce moment ? Le silence est une réponse précieuse. Deuxième piste que je peux te proposer, c'est de t'accorder une pause à chaque fois que tu ressens de la fatigue ou de la faim. On n'est pas obligé de faire des pauses de 30 minutes à chaque fois, mais juste 2 minutes pour ouvrir une fenêtre, respirer un bol d'air frais, ça peut faire du bien. 2 minutes pour se lever, boire un grand verre d'eau, ça peut faire du bien. 2 minutes pour fermer les yeux, écouter le silence, ça peut faire du bien. Donc, à chaque fois que tu ressens de la fatigue, de la faim, du stress, demande-toi, et si je rechargeais ma batterie maintenant, au lieu d'attendre qu'elle soit à 1%. Troisième piste que j'ai envie de te proposer ici, c'est d'écouter les signaux subtils de ton corps. Le corps, tu le sais, ne crie pas tout de suite. Parfois, il chuchote. Apprends à écouter ces murmures. Sinon, ils seront de plus en plus forts, jusqu'à prendre toute la place. Autre piste, comment vis-tu la fatigue ? Plutôt comme une ennemie ou comme une alliée ? Note tes ressentis et la manière dont tu y réagis au quotidien, tu verras, ça t'apporte des réponses très intéressantes. Autre question que j'ai envie de te poser, quelle pratique peux-tu mettre en place pour mieux écouter les messages de ton corps ? Cela peut inclure des pauses conscientes, des respirations profondes ou des scans corporels rapides dans ta journée. Prends aussi le temps d'observer tes sensations physiques tout au fil de la journée. Est-ce qu'il y a des moments où tu ressens un non de ton corps et que tu fais quand même ? Prends conscience de tous ces moments-là. Enfin, dernière piste que j'ai envie de te proposer pour ce premier niveau aujourd'hui, expérimente une journée à suivre ton rythme naturel au lieu d'imposer un planning rigide. Et je t'invite à observer la différence dans tes sensations et ta productivité dans cette journée un peu spéciale. En résumé, les besoins physiologiques ne sont pas de simples cases à cocher. Chaque signal de faim, de fatigue ou de soif est une invitation à revenir à ton corps, à revenir ici et maintenant. Et c'est en acceptant ces signaux, au lieu de les combattre, que tu peux trouver la force de continuer, comme l'a montré mon expérience de la rue. N'oublie pas que le corps ne ment jamais et n'oublie absolument rien du tout. Passons maintenant au second niveau qui fait référence aux besoins de sécurité, donc d'aller vers plutôt une forme d'absence de stabilité ou d'incertitude par exemple. Souvent, quand on n'a pas de stabilité, on se crispe, on résiste, on cherche à tout contrôler. Et si c'était l'appel à embrasser l'incertitude. L'enseignement à tirer pour moi sur ce second niveau, c'est que la sécurité ne vient pas de l'extérieur, elle se cultive à l'intérieur. On croit qu'avoir plus d'argent, un contrat stable ou un plan de vie parfait va nous donner la sécurité. Mais la vraie sécurité, c'est savoir que tu es capable de faire face à l'imprévu. C'est la certitude que, peu importe ce qui se passe dehors, tu as un espace à l'intérieur qui est inébranlable. Et cette idée, je la vois très bien par exemple chez les enfants que je côtoie à la crèche. Les tout petits n'ont pas encore cette notion claire de ce qui est extérieur ou intérieur. Ils vivent les sensations de manière unifiée. Et c'est là que des approches comme Snozellen par exemple entrent en jeu. Ces espaces sensoriels permettent aux enfants de se sentir en sécurité dans leur propre corps. Ce qui est intéressant, c'est que ces expériences aident à construire ce refuge intérieur qui est si important. Ce que l'enfant ressent à l'extérieur, de la douceur, de la chaleur, de l'apaisement par exemple, il finit par l'intégrer en lui. Ce que l'enfant ressent dans cet espace de calme et de bien-être, il l'intègre en lui. Ce n'est plus seulement un endroit dehors, c'est un espace qu'il peut retrouver à l'intérieur de lui à tout instant. Et en grandissant, malheureusement, on perd parfois ce refuge intérieur, surtout quand on cherche la sécurité dans des éléments extérieurs, travail stable, relations amoureuses, finances. Pourtant, ce refuge, il est là, et il peut se cultiver chaque instant. À nouveau, je te propose quelques pistes concrètes pour renforcer ce refuge intérieur en toi. Première piste, quels sont tes ancrages internes quand tout bouge autour de toi ? Identifie les ressources en toi sur lesquelles tu peux compter, des compétences, des qualités, des croyances porteuses par exemple. Deuxième piste, quel est ton rapport à l'incertitude ? Comment pourrais-tu l'apprivoiser ? Note une situation d'incertitude récente et ta manière d'y faire face.
Que pourrais-tu faire autrement la prochaine fois qui te soutienne? Troisième piste, essaie de passer une journée sans chercher à tout planifier à nouveau. Laisse-toi guider par ce qui vient et observe ce que cela éveille en toi. Note les inconforts et les surprises que ça génère pour toi. Et enfin, visualise un espace à l'intérieur de toi, un lieu sûr, un sanctuaire intérieur. Quand tout bouge à l'extérieur, reviens à cet espace. Tu peux le matérialiser mentalement par une pièce, une lumière ou un paysage qui t'apaise, ou tu peux même avoir un objet qui le symbolise, sur lequel tu peux te concentrer un instant lorsque tu en as besoin pour revenir dans ce lieu sûr à l'intérieur de toi. En résumé, la sécurité ne se trouve pas à l'extérieur, elle se construit en toi. C'est une posture, pas une possession. À travers l'approche Nozelen, j'ai vu comment un espace sécurisant peut devenir une ressource intérieure chez les enfants et donc chez les adultes, qu'ils vont ensuite devenir. Il en va donc de même pour toi. La sécurité intérieure, c'est savoir que quoi qu'il arrive, tu te tiens à tes côtés. Troisième niveau, le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance, c'est l'un des plus puissants car il touche au cœur de notre humanité. Depuis notre naissance, on cherche à faire partie d'un groupe, à ressentir l'amour, le soutien, l'approbation. Pense à la place qu'a le regard de l'autre dans ta vie. Le besoin d'appartenance est souvent vu comme le besoin de trouver sa place. Mais parfois, ce besoin d'appartenance nous pousse à nous trahir nous-mêmes. On se conforme pour plaire, on se plie pour être accepté et on finit par s'éloigner de nous-mêmes. L'enseignement à tirer sur ce troisième niveau, c'est que la véritable appartenance commence par soi-même. On cherche à faire partie d'un groupe, à être aimé, validé, reconnu, mais ce besoin d'être adopté quelque part par les autres ne cache-t-il pas parfois un vide intérieur? Paradoxalement, plus tu cherches à t'appartenir à toi-même, plus tu te sens à ta place partout. Et la solitude, dans ce contexte, à mes yeux, est essentielle. Elle permet de se reconnecter à soi-même, de faire le tri dans ce qui est à moi, entre guillemets, et ce qui est aux autres, même en termes de responsabilité, par exemple. Elle devient un espace de vérité où l'on apprend à s'entendre. Être seul, c'est se donner la chance de se rencontrer pleinement. Imagine que tu es un aimant. Plus tu es centré sur toi, plus tu as un champ magnétique qui est fort. Mais si tu cherches à t'ajuster à tout ce qui t'entoure, tu perds peu à peu de ta force et de ton énergie. Tu deviens un aimant désorienté. C'est donc en te centrant que tu attires naturellement ce qui résonne avec toi. L'enseignement clé ici, c'est que plus tu t'appartiens à toi-même, plus les bonnes relations viennent à toi naturellement. Donc quand tu ressens ce vide d'appartenance, la première chose à regarder, c'est la relation que tu as avec toi-même. Est-ce que tu te sens à ta place dans ta propre vie? Est-ce que tu te choisis? Je t'invite à réfléchir à cette question. À quoi es-tu prête à renoncer pour te sentir accepté? Et si tu t'autorisais à rester fidèle à toi-même, même si cela signifiait être seul un temps? Quelques pistes concrètes à nouveau pour t'aider à renforcer cette posture vis-à-vis de toi-même. Première chose, identifie les moments où tu cherches l'approbation extérieure. Quelles seraient tes actions si tu n'avais pas besoin de cette approbation? Deuxième chose, prends du temps pour être seul, volontairement. Et vois vraiment ce temps non pas comme une punition, mais comme un cadeau que tu te fais à toi-même. Recrée ce lien avec toi-même. Troisième chose, observe tes relations. Quelles relations te permettent d'être pleinement toi? Lesquelles t'obligent à jouer un rôle, à porter un masque? Attention, petite parenthèse rapide ici, vivre en société implique nécessairement de s'adapter et de choisir quelle partie de soi exprimer selon le contexte. L'idée n'est donc pas de rejeter toutes les relations dans lesquelles tu joues un rôle, puisque nécessairement la vie nous y invite, mais de cultiver plutôt celles qui permettent d'être en accord avec soi-même ou avec les parts de toi-même que tu exposes dans ces différents contextes. Quatrième et dernière piste pour ce troisième niveau, imagine-toi dans un cercle de personnes qui t'aiment et t'acceptent exactement comme tu es, avec toutes tes qualités, tous tes défauts, toutes tes ouvertures, toutes tes fermetures, toutes tes fissures, toutes tes blessures, tous tes doutes, toutes tes incertitudes, bref, tout ce que tu es. Que ressens-tu? En résumé, pour ce niveau 3, donc le besoin d'appartenance, on cherche souvent l'appartenance à travers les autres, mais la véritable appartenance commence donc par s'appartenir à soi-même. En cultivant la solitude choisie, en créant des espaces sacrés pour soi, on trouve ce sentiment de plénitude intérieure. Quand tu es ton propre point de référence, les bonnes relations viennent à toi, naturellement. Quatrième niveau, le besoin d'estime. Le besoin d'estime, c'est ce besoin de reconnaissance, de respect et de valorisation.
On le cherche souvent à l'extérieur, dans le regard des autres et à travers les réussites, les compliments ou les statuts sociaux. Mais si tu y regardes de plus près, tu verras que cette quête extérieure est sans fin. Pourquoi ? Parce que ce que tu cherches dehors, tu l'as déjà en toi. La véritable estime de soi ne dépend pas des autres en fait, mais de la manière dont tu te reconnais toi-même. L'enseignement à tirer donc sur ce 4e niveau, c'est que la vraie estime de soi ne vient pas de l'ego, mais de la connaissance de soi. Quand tu cherches la reconnaissance à l'extérieur, c'est l'appel à te reconnaître toi-même. Le respect des autres n'aura jamais autant de valeur que le respect que tu as pour toi. Et ce respect, il se construit par de petites actions du quotidien. Souvent, on pense que l'estime de soi, c'est se sentir fier de soi ou se sentir capable de. Mais en réalité, l'estime de soi, c'est reconnaître ta valeur même quand tu échoues. Ce n'est pas de se dire « je suis forte parce que je réussis », mais plutôt « je suis précieuse même si j'ai raté ». Par exemple, quand tu fais face à un échec, ton premier réflexe est peut-être de te critiquer, de te dire « je suis nul » ou « j'aurais dû faire mieux »,« j'aurais pu faire mieux ». Mais imagine que tu sois une amie qui traverse la même situation. Tu ne lui dirais sûrement pas ça, n'est-ce pas ? Tu lui dirais probablement quelque chose de beaucoup plus doux, plus soutenant. Alors pourquoi ne pas te le dire à toi aussi ? La clé ici, c'est donc l'autocompassion. À nouveau, voici quelques pistes concrètes pour renforcer ton estime de toi. Première chose, reconnaître tes petites victoires, même si elles ont l'air d'être invisibles. On a tendance à se concentrer sur les grands succès, mais quid de toutes ces petites choses que tu fais au quotidien ? Te lever malgré la fatigue, affronter une peur, te reposer quand tu es épuisé. Ce sont des victoires. Note-les chaque soir. Cela nourrit ta reconnaissance intérieure. Deuxième chose, change ton dialogue intérieur. Remplace les « je suis nul » par des phrases plus douces comme « je fais de mon mieux » ou « c'est une opportunité d'apprendre ». Observe l'impact de ce langage sur ton estime. Troisième chose, pratiquer l'autocompassion. Traite-toi comme tu traiterais une amie qui traverse une phase difficile. Quels mots aurais-tu pour elle ? Apprends à te les adresser aussi. Enfin, dernière chose, valorise tes efforts, pas juste les résultats. Dans notre société, on valorise beaucoup les résultats. On s'intéresse aux diplômes, on s'intéresse aux réussites, on s'intéresse au salaire, on s'intéresse au CA. Mais toi, tu peux choisir de valoriser le chemin parcouru. Fais attention à l'énergie que tu as mise, même si le résultat n'est pas parfait. Il y a aussi cette idée fondamentale à mes yeux, c'est ok de ne pas se sentir bien tout le temps. L'estime de soi, ce n'est pas une ligne droite. Certains jours, tu vas douter, et c'est normal. L'important, c'est de ne pas te juger pour ça. En résumé, l'estime de soi ne se construit pas à travers les autres, mais par le lien que tu crées avec toi-même. Plus tu observes tes petites victoires, plus tu pratiques l'autocompassion, plus tu apprends à valoriser ton chemin, et pas juste les résultats, plus tu renforces cette estime intérieure. Au final, tu découvres que tu n'as pas besoin de la reconnaissance du monde entier, tu as besoin de ta propre reconnaissance. Enfin, 5e et dernier niveau, celui de l'auto-actualisation. Le sommet ? Vraiment ? On a souvent tendance à voir l'auto-actualisation comme le sommet ultime, la ligne d'arrivée. L'endroit où, enfin, tout serait à sa place, où tout deviendrait clair et où tu te sentirais accompli. Mais si je te disais qu'on pouvait la voir autrement ? L'enseignement à tirer sur ce 5e niveau, c'est « et si l'auto-actualisation était présente à chaque étage ?» On nous fait croire que l'auto-actualisation est au sommet de la pyramide, le point final après avoir coché toutes les cases des besoins en dessous. Mais en réalité, chaque étape de la pyramide est déjà une forme d'auto-actualisation. Quand tu choisis de te reposer plutôt que de t'épuiser, tu t'actualises. Quand tu acceptes l'incertitude au lieu de chercher à tout contrôler, tu t'actualises. Quand tu te reconnais toi-même au lieu d'attendre la validation des autres, tu t'actualises. Chaque niveau de la pyramide contient en lui-même la graine de l'auto-actualisation. Ce n'est pas un sommet à gravir. Tu n'as pas à atteindre quelque chose, tu es déjà dedans. L'enseignement clé ici, c'est que tu es déjà entière ou entier. Ce qui change tout, c'est la posture. Ce n'est pas « quand j'aurai tout ça, je serai actualisée, je serai riche, je serai heureuse », mais « j'actualise ma vie à chaque instant ». La vérité, c'est que tu es déjà en train de t'actualiser, à chaque micro-décision, à chaque microseconde, à chaque pas. Prenons une métaphore. Imagine un sculpteur. On pourrait croire que son chef-d'œuvre, c'est la sculpture finale. Mais en réalité, chaque coup de ciseau est une actualisation de son œuvre. Chaque éclat de pierre enlevé est un pas de plus vers l'œuvre. Mais l'œuvre n'existerait pas sans ces éclats. Et toi, ta vie, c'est pareil. Chaque décision, chaque choix, même les erreurs sont des éclats de cette sculpture qu'est ton existence. Mais au lieu de vouloir finir la sculpture, et si tu apprenais à aimer le moment où tu tiens le ciseau dans ta main ? Parce que c'est là que tout se passe. L'actualisation, c'est chaque éclat, chaque ajustement, chaque moment d'écoute. On se dit souvent
Je serai épanoui quand? Je serai accompli quand? Mais et si tu l'étais déjà? Et si tu acceptais que chaque version de toi est déjà complète? Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est se révéler un peu plus chaque jour. Comment faire pour accéder à cet état de révélation de microseconde en microseconde? Les pistes que j'ai envie de te proposer ici sont, premièrement, de revisiter les notions de réussite et d'accomplissement. Vois la réussite non pas comme un objectif final, mais comme un processus. Chaque action consciente que tu fais pour avancer est déjà une réussite. Ensuite, célèbre l'inachevé. Accepte que rien ne sera jamais complètement fini. Ce que tu crées, ce que tu construis, même si c'est encore en chantier, est déjà digne de reconnaissance. Ensuite, pratique l'auto-acceptation radicale. Rappelle-toi chaque jour que tu es déjà assez. Pas demain, pas quand tu auras atteint un objectif précis, pas quand tu auras un petit peu de temps pour y penser, mais maintenant. Répète-le à haute voix si nécessaire. Enfin, dernière piste de cet épisode, remets en question la notion de sommet. Demande-toi qui a défini ce sommet. Est-ce que c'est vraiment le mien? Peut-être que ton sommet est plus proche que tu ne le penses. En résumé, l'auto-actualisation, ce n'est pas un sommet lointain à atteindre, mais un chemin quotidien. C'est une initiation. C'est un voyage. Chaque action, chaque décision, chaque prise de conscience te met en mouvement. La meilleure version de toi-même, entre guillemets, tu sais que je n'aime pas ça, n'est pas une destination. C'est toi, ici et maintenant. Cette meilleure version de toi-même, c'est toi, ici et maintenant. En acceptant que tu es en pleine actualisation chaque jour, tu te libères de la pression de devenir quelqu'un et tu accueilles pleinement l'idée d'être. Encore une fois, c'est une posture, pas un objectif. Alors voilà, on arrive au terme de cette exploration de la pyramide de Maslow, mais avec un prisme totalement différent. Plutôt que de voir chaque étape comme un obstacle à franchir, on a regardé chaque niveau comme une opportunité de se révéler. On a vu que les besoins physiologiques ne sont pas qu'une question de remplir un réservoir, mais qu'ils nous appellent à écouter le corps, qui ne ment jamais et qui n'oublie rien. Ce sont des rappels à revenir au présent, à soi, et à renouer avec l'essentiel. On a vu aussi que la sécurité ne se trouve pas dehors, mais se construit en soi. Ce n'est pas une liste de cases à cocher, mais un état d'esprit, une posture, un refuge intérieur que tu peux invoquer à tout moment, comme un lieu sûr dans ta tête. On a vu ensuite que l'appartenance ne vient pas du regard des autres, mais de la relation que tu entretiens avec toi-même. Et plus tu t'appartiens, plus les bonnes relations viennent à toi naturellement. Ce n'est pas un hasard, c'est un effet de l'alignement. Puis, on a vu que l'estime ne se gagne pas à l'extérieur, mais se cultive à l'intérieur. Elle ne dépend pas des résultats, mais du regard que tu poses sur toi-même, même dans les moments de doute ou d'échec. Et enfin, on a vu que l'auto-actualisation n'est pas ce sommet lointain qu'on nous vend partout, mais un chemin de chaque instant. Chaque éclat retiré de la pierre, chaque petite action quotidienne, chaque moment de conscience est déjà de l'auto-actualisation. Alors, au lieu de courir après cette fameuse fucking version parfaite de toi-même, je t'invite à voir que tu es déjà en mouvement. Chaque jour, tu es en train de t'actualiser. Tu ne deviens pas, tu es. Cette pyramide revisitée, ce n'est pas un escalier à gravir, c'est une danse à travers chaque étage. Parfois, tu te reconnectes à ton corps. Parfois, tu reviens à ta sécurité intérieure. Parfois, tu t'appartiens à toi-même. Et parfois, tu t'actualises sans même t'en rendre compte. Et c'est ça le vrai message que je voulais te transmettre aujourd'hui. Tu n'as jamais été cassé. Tu n'as jamais été séparé. Il ne te manque rien. Tu n'as rien à atteindre. Tu es déjà sur le chemin à chaque instant. Tu as déjà atteint ce que tu as à atteindre. Si ce message résonne en toi, n'hésite pas à le partager autour de toi, à venir en discuter même dans le dojo du cœur. Tu en trouveras le lien dans la description de cet épisode. Peut-être qu'il est temps de changer la façon dont on voit cette pyramide, de la transformer en cercle ou mieux encore, de la dissoudre complètement. La pyramide de Maslow est bien plus qu'un chemin d'ascension, c'est un chemin d'écoute, de révélation et d'unité. Je te remercie d'avoir cheminé avec moi aujourd'hui. Prends soin de toi, écoute ton corps, construis ce refuge intérieur, choisis de t'appartenir et souviens-toi que tu es déjà entière. À très bientôt dans un prochain épisode. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution.
Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.